Sur une île paradisiaque, t'as des gros bonnets qui mènent la grande vie. Ça se fait servir comme des rois. Petit massage par des meufs sublimes. Bref, la grosse régalade en mode chill. Mais bon, la vie, c'est pas un isekai. Et juste après un coup de fil de Jun, un candidat à la présidentielle nous lâche un pouvoir de malade. Il matérialise une main géante tombée du ciel qui explose littéralement toute l'île. La dinguerie! Pourquoi? Parce que ces vieux croutons avides ont osé refuser son pot de vin et complotaient pour le faire tomber. Du coup, John les a effacés de la carte aussi facilement qu'on écrase un moustique. On fait un flashback et là on retrouve notre banger de protagoniste, Jin Mori. Son grand-père lui fait la morale. Reste droit dans tes bottes et fais-toi un max de potes. Je pars juste faire une petite course et je reviens. Sauf que la petite course du papy, elle dure depuis plus de 10 ans et c'est toujours pas fini. Réveillé en sursaut de son rêve, Mori explose son réveil qui était à 2 doigts de se réincarner dans un autre monde tellement il a pris cher. En captant l'heure, le frérot bondit de son lit en panique. Mort de peur d'être en retard, il enfourche son vélo claqué au sol et fonce comme un tank. Évidemment pas moyen de freiner et pour esquiver une petite mamie, il finit par faire un vol plané direct dans le ravin. Bon, même s'il a mangé le sol, Mori est ultra hype parce qu'aujourd'hui, c'est l'ouverture du grand tournoi national d'arts martiaux des lycéens. Une masterclass en devenir. Le truc réunit les boss les plus forts et les plus stylés du pays. Tout le monde en parle. Le buzz est monumental, filles comme garçons. Bah ouais, les mecs veulent voir du lourd et du badass, et les meufs veulent reluquer des beaux gosses surpuissants. Et pendant que tout le monde est en ébullition pour se préparer, il y a que ce bon vieux Jack qui continue de farm comme un tryharder juste avant le début des hostilités. Pendant que des mecs d'un dojo dépriment total parce qu'ils se sont fait sortir des phases de poule, une meuf ultra mignonne débarque de nulle part pour demander son chemin parce qu'elle est perdue. Grosse fan de beaux garçons, elle ne se prive pas pour complimenter leur physique, ce qui met les gars en transe. Les mecs flexent leurs muscles directs jusqu'à en déchirer leur t-shirt pour faire les alphas devant la beauté. De son côté, alors qu'il court comme un dératé, Mori grille un voleur en train d'arracher le sac d'une petite vieille. En voyant la mamie pleurer, notre héros s'imagine direct un scénario tragique où son fils a une tumeur au cerveau et que cet argent, c'était l'espoir de sa vie. Le mec se met à lâcher une larme tout seul. Ému par son propre film, il fait demi-tour et jure d'attraper cette pourriture de voleur. Même avec son vélo EcoPlus, Mori lâche des skills de joueur pay-to-win école au basque du braqueur jusqu'à un pont. Le voleur croyait l'avoir semé. Mais que nenni, Mori fait carrément s'envoler sa monture sur le pont pour continuer la traque. La vitesse est dingue, mais les freins de son vélo sont tellement flingués que la roue finit par atterrir en plein dans la tête de Mira, pile au moment où elle matait des beaux gosses, la pauvre. Mori s'excuse à l'arrache pour tracer sa route, mais Mira ne va pas laisser passer ça. Elle lui lâche une raclée monumentale qui lui déforme la mâchoire. Mais bon, après avoir écouté l'histoire ultra touchante de la pauvre grand-mère, Mira se met à chialer toutes les larmes de son corps et décide de fonder avec lui l'alliance de la justice pour fumer ce voleur. Au même moment, Jack écoute sa musique au calme et voit le voleur lui passer devant. Le mec se dit juste que c'est des gamins en train de faire les fous en bécane. Donc, il s'en fout royalement. De l'autre côté, l'alliance de la justice le talonne de si près que le voleur jette des billets pour faire diversion, avant de lâcher un drift de malade mental digne d'une Formule 1. Sauf que Mira a le script de son côté. Elle plante son sabre en bois dans le bitume pour s'accrocher et lâche un virage ultra sec. En profitant de l'inertie, Mori balance Mira dans les airs pour qu'elle balance son attaque ultime. La 17e forme du sabre du clair de lune. Pas de bol. Comme elle a perdu ses lunettes, son attaque part complètement dans le vide. Le voleur se croit tiré d'affaire, mais gros plot twist. Jack pop de nulle part et lui lâche le coup de grâce dans le temps additionnel. Il vole tout le spotlight, au calme. L'Alliance de la Justice recrute officiellement son 3e membre. Et là, par l'opération du Saint-Esprit, le vélo éclaté de Mori réussit à amener toute la team à l'arène pile à l'heure. Même si Mira a grave le seum de ne pas pouvoir reluquer les beaux gosses sans ses lunettes, en voyant le charisme de ses 2 potes,
Les trois forment officiellement leur trio de frérots de cœur. Sur place, le présentateur est en train de balancer les règles du tournoi. Et franchement, le concept, c'est du combat de rue à l'état pur. Tous les arts martiaux et toutes les armes sont 100% autorisées. Les phases de poule dans les autres régions commencent aussi. Ceux qui survivent à ces éliminatoires décrocheront leur ticket pour le grand tableau national dans exactement 1 mois. Chaque candidat reçoit un capteur qui mesure sa puissance et ses constantes vitales, histoire que si un mec est à 2 doigts de caner, on l'envoie direct voir Saint-Pierre. Aux urgences, et accrochez-vous. La récompense pour le boss final, c'est la réalisation de n'importe quel vœu, une dinguerie absolue. Une fois que le présentateur avec son grand pif a craché le règlement, il hurle. C'est l'heure de la bagarre, les gars. Toute l'arène bug pendant quelques secondes en mode il se passe quoi là? C'est seulement quand 2 nerveux commencent à se mettre sur la gueule, sans que personne n'intervienne, que tout le monde capte le délire. Et là, c'est parti pour une vraie battle royale de sauvages. L'arène, c'est devenu un foutoir, sans nom. Une vraie Macédoine de style de combat avec des armes dans tous les sens, des nunchakus aux battes de baseball. Et au beau milieu de ce bordel ambiant, Jack vole direct la vedette en séchant 10 mecs à lui tout seul. Mira n'est pas en reste. Elle one-shot 5 gars avec une seule frappe de sabre. Mais alors Mori, ce mec, juste en s'étirant, il envoie voler des dizaines de mecs hors de l'arène. Le juge aux cheveux verts kiffe le spectacle parce qu'il a entendu dire que cette année, un petit malin voulait carrément défier les examinateurs. Et la vérité, c'est que la cible de Mori, c'est le juge blond. Le frérot a grave le seum de s'être fait poutrer la dernière fois. Alors que le match touche à sa fin, un candidat qui était en retard parce qu'il faisait un tour par la case prison débarque, le fameux Marco. Le juge aux cheveux verts mise gros sur lui. Le mec a une vraie expérience de la rue et il le voit direct comme un favori pour le titre. Marco rentre dans le game avec une barre de vie réduite de 20%, histoire de s'aligner sur les dégâts moyens des mecs encore debout. Mais bon, le gars est serein de fou, il dégage ses adversaires à coups de pied comme si c'était des vulgaires crapauds. Il crache son arrogance en disant que tout le monde est éclaté au sol et qu'il aurait mieux fait de rester pioncé en cellule. Furieuse de le voir traiter les gens comme des déchets, Mira fonce sur lui. Sauf que Marco esquive à la cool et il va même jusqu'à lui piquer son sabre avec le pied. Mais Mira lui cale un coup bien sale en utilisant sa main comme une lame. Marco, pas déstabilisé, commence carrément à la draguer pour qu'elle devienne sa meuf. Sauf que là, Mori débarque et lui arrache son futal au calme, exposant à tout le monde son vieux caleçon rose avec un petit éléphant. Un carnage visuel. Même en slip devant tout le monde, Marco assume sa dégaine et balance un gros coup de pied à Mori. Mais notre gars sûr ne se laisse pas faire et lui offre un bon coup de coude dans la jambe en retour. Les deux sont bouillants, prêts à lancer un vrai combat de titans, quand soudain. Mira brise la nuque de Mori, ce qui le met KO direct sur place. Pendant ce temps-là, au Pentagone, c'est la crise. Les grands chefs font une réunion d'urgence pour savoir quel dieu capricieux a pu balancer cette main géante. Et là, John rentre dans la base ultra sécurisée comme dans un moulin. Le gars vient étouffer l'affaire et imposer le silence absolu. Et vu que John est en déplacement, les deux juges, Moren et Pep, se tapent la discute. Pep a grave le seum parce que leur boss claque les fonds de la boîte pour voyager à l'œil et il jase sur les pépites du tournoi. Fin des éliminatoires. Mori s'en tire avec une nuque presque brisée. On avance un peu. Tout le monde rentre, mais Mira pète un câble parce que Mori lui colle au basque. Lui, il la fixe comme s'il étudiait une espèce d'alien. Il marmonne dans sa barbe qu'elle doit sûrement être un gorille déguisé en humaine pour avoir lâché une prise de catch aussi létale. Évidemment, en ouvrant sa grande bouche pour partager sa théorie, il se mange une nouvelle patate de forain monumentale signée Mira. La meuf s'énerve même contre Jack. Mais lui, hyper chill, lâche que c'est juste le chemin pour rentrer chez lui. Mira se tape la honte de sa vie. En vrai, l'explication est claquée. Sans ses lunettes, Mira a confondu Mori avec le mec au caleçon rose et elle voulait lui tordre le cou pour récupérer son sabre. Jack capte au passage que leur technologie nano, c'est de la triche absolue. Le coup du frérot
a fait un virage à 90 degrés et ils l'ont rafistolé comme si de rien n'était. Sur la route, l'ambiance se pose et ils lâchent leur motivation pour le tournoi. Maury raconte qu'il s'est fait laver par le juge Blond. Du coup, il s'est inscrit avec une dalle monstre, prêt à affronter des monstres de puissance et à prendre sa revanche. De son côté, Jack ne passe pas par 4 chemins. Il lâche cash qu'il est là que pour le bif. Quant à Mira, elle porte un poids énorme sur les épaules. Elle doit ressusciter le dojo familial. En entendant ce noble objectif, Maury s'enflamme et lui dit qu'elle est incroyablement badass. Et bim, sans faire exprès, il lui pique son sabre en bois. Mira lui hurle dessus pour le récupérer. Le mec panique tellement que son cœur lâche. Et le sabre, plouf, direct dans le fleuve. Avant même d'avoir pu bégayer des excuses, Maury se prend une gifle de l'espace par une Mira noire de colère. En voyant le regard glacial de Mira, Maury capte direct qu'il a fait la boulette du siècle. Pour elle, ce sabre, c'est pas juste un bout de bois éclaté. C'est l'héritage sacré que son père lui a laissé avant de mourir. Elle saute dans la flotte, prête à retourner tout le fleuve s'il le faut. La meuf a littéralement sacrifié toute sa vie d'adolescente pour se tuer à la tâche et trouver un successeur à son style du sabre du clair de lune. Même si elle l'envoie balader méchamment, Maury s'en fout. Il force et plonge avec elle pour fouiller la vase. Quand il l'entend raconter la valeur de cette relique la voix brisée, Maury se fait la promesse de retrouver cette épée coûte que coûte, histoire de racheter sa faute. Et là, alors qu'ils galèrent dans le noir et ont besoin d'un bon gros coup de projecteur, qui débarque? Ce boss de Jack, avec un putain d'éclairage, à 1 milliard d'euros qui illumine la zone comme en plein jour. Ils volent encore la vedette et cimentent leur amitié pour de bon. Quelques jours plus tard, la deuxième phase des éliminatoires commence, et cette fois, c'est du 1 contre un pur et dur. Dans la salle d'attente, Marco ouvre sa grande gueule pour tailler Maury qui est en train de pioncer. Ken, un maître du tai chi qui nous vient de Chine, essaie de calmer le jeu. Résultat, il manque de se manger un énorme chassé de Marco. Mais Maury se réveille à la seconde près pour bloquer le coup. Les matchs qui suivent sont une vraie promenade de santé pour Mira et Maury. Les deux lâchent une telle puissance qu'ils fracturent littéralement l'arène. Le prochain main event, c'est l'affrontement entre Ken et Marco. Même si Maury lui a dit de faire hyper gaffe, Ken est en pleine confiance. Il se la joue chevalier de la justice, persuadé qu'il va gagner à la loyale. Juste avant le clash, l'arbitre balance les règles aux deux combattants. Si l'un d'eux est éjecté du ring pendant plus de 20 secondes sans revenir, c'est perdu. En cas de blessure grave, puisqu'on a la Congarnano, les deux frérots peuvent se castagner sans limite. Ken rush direct à l'attaque, mais Marco reste là. Super chill. Les mains cachées en mode mépris total. Ken lui balance 72 techniques ultimes d'affilée. Une simple coup de poing brut envoie Marco s'écraser dans les gradins. Mais le mec reste d'un calme olympien. Il demande même au public de l'aider à se relever pour lancer un comeback de malade. Le combat entre Marco et Ken devient ultra tendu. Marco passe aux choses sérieuses et déploie une vitesse fulgurante. Même s'il était désavantagé au début avec une main en moins, il est forcé de sortir son bras droit pour bloquer le dash de Ken. Et là, dinguerie. Juste en utilisant un seul bras, la puissance de Marco explose. Il enchaîne Ken avec des patates de forain d'une violence inouïe. Et ça s'arrête pas là. Marco joue sale, il lui tire les cheveux pour lui forcer la tête en arrière et lui cale une frappe critique dévastatrice. Une scène tellement gore que le public n'ose même plus regarder. Le juge Pep pige direct. C'est du taekwondo du Nord, un art martial de rue mortelle qui mixe les doigts dans les yeux et les coups bas. Mais Ken, même à moitié KO sous cette pluie de coups, refuse d'abandonner. Son esprit martial atteint des sommets. Il capte soudain l'essence même du tai chi, concentre toute son énergie et lâche une attaque surpuissante en plein dans le ventre de son adversaire. Sauf que bon, notre gars n'a pas le scénario avec lui. Marco contre-attaque instantanément et envoie Ken valser en arrière. Pile à ce moment, Loki, le juge aux cheveux blancs, voit clairement Marco utiliser une contre-attaque absolue. Marco se met à gifler Ken en boucle, voulant le forcer à supplier. Mais Ken a un mental d'acier. Il refuse de se soumettre, ce qui rend Marco complètement fou de rage.
Pourquoi? Parce que dans le passé, Marco a lui-même dû ramper et supplier quelqu'un pour sauver sa propre peau. Rendu fou par ce flashback, il frappe encore plus fort. Il s'apprête même à utiliser son autre bras pour arracher celui de Ken s'il ne demande pas pitié. Mais Ken, il préfère crever plutôt que de perdre son honneur. Et c'est là, masterclass. Mori pop de nulle part et dégage Marco avec un coup de pied magistral. Marco, en mode berserk, fonce sur lui, mais il se mange un deuxième kick monumental de Mori qui l'encastre direct dans les gradins. Mori est chaud pour continuer le combat, mais les 4 juges l'arrêtent direct. L'arbitre annonce la sentence. Mori est disqualifié pour avoir interféré dans le match. Mais lui, il s'en fout. Il veut juste se taper une fois de plus avec le juge blond. De son côté, Marco a le seum intergalactique. Il dégage une aura meurtrière de fou malade en se rappelant son passé. Après avoir perdu toute sa dignité pour survivre, il avait croisé un inconnu prêt à lui enseigner les arts martiaux. Mais comme il n'arrivait pas à suivre l'entraînement, on l'a traité d'ordure et on l'a lâché. Ce double traumatisme fait craquer Marco, il fond en larmes et charge son aura au max pour sa prochaine attaque. Sauf que Mori bondit et riposte avec une technique de taekwondo, une version améliorée à 3 coups, qui met Marco KO technique. À la seconde même, Jun débarque in extremis, utilise une attaque de gravité pour clouer Mori au sol et calme le public pour que le tournoi puisse reprendre. Même en étant viré, Mori est devenu la vraie star, l'idole de tout le monde. Les qualifications passent officiellement au 2e jour. Et c'est pile le moment qu'une secte mystérieuse choisit pour préparer un complot sombre pendant la réunion du comité d'organisation. Comme Ken est en miettes et que Marco est devenu fou après le kick de Mori, les deux sont éliminés. Normalement, Mori aurait dû être viré pour avoir brisé les règles. Mais quand John capte que son grand-père n'est autre que Gon, il change direct d'avis. Retour au jour 2 du tournoi. Mira doit affronter Laura, une meuf ultra musclés. Même si leurs styles sont opposés, les deux ont de gros atouts. 10 sur 10, les gars. D'entrée de jeu, Laura trash-talk Mira, lui sortant que son sabre est trop petit et trop court, et qu'elle devrait changer d'arme si elle veut espérer la percer. Mira aggrave le seum, mais elle peut rien faire parce que son adversaire est beaucoup trop cheaté. La géante chope Mira, la jette avec une force monstrueuse et enchaîne avec une frappe écrasante. Mira esquive de justesse, mais prend quand même des dégâts. Tu m'étonnes, c'est la reine incontestée du catch aux États-Unis. Laura avoue au calme que son but, c'est de gagner pour prendre tous les beaux gosses du jury et s'en faire un harem perso. Mira est choquée. Elle a trouvé quelqu'un de plus accro au mec qu'elle. Mira dégaine la technique du moulin à vent de son style de l'épée du clair de lune, mais 0 dégâts. Le corps de l'adversaire est dur comme de l'acier. Éjectée et désarmée, Mira se relève quand même, malgré les provocations de Laura qui se moque d'elle. Sauf que, grosse dinguerie, avec la 5e forme de l'épée du clair de lune, en utilisant sa main nue comme une lame, Mira tranche l'armure de son ennemi et balance 2 auras tranchantes qui mettent Laura à terre. Laura fait une croix sur son rêve et finit par regarder le reste depuis son canapé, mais elle encourage Mira avec le sourire. Au même moment, le conseil du tournoi a enfin tranché sur la sanction et le sort de Mori. Finalement, Jun donne une dernière chance à Mori. S'il bat le juge Pep, il passe au tour suivant. Mais Mori s'embalèque total. Le mec abuse de fou et fait son capricieux en mode « Ouais. Mais moi, je veux me taper avec le mec blond là. » Ça rend le juge Pep complètement fou de rage. Il se sent ultra rabaissé. Il lâche direct qu'il est 100 fois plus fort que R. Mais si Mori le regarde sans y croire et lui sort avec un culot monstre. Si c'est le cas, enlève tes lunettes quand on va se battre. J'ai pas envie de te rendre aveugle quand je vais te frapper. Pep pète un câble et lui colle une droite fulgurante qui envoie Mori rouler par terre. Coup de pression direct, ça le réveille. En sentant que ce juge a un niveau de malade mental, la hype monte chez Mori et il accepte le défi avec un grand sourire. Dans la foulée, John annonce que ce clash de titans aura lieu dès demain sur le ring. Pendant ce temps, sur le chemin du retour, Mira et Jack sont en sueur pour leur pote. Ils ont grave peur des sanctions qui vont lui tomber dessus après la dinguerie de tout à l'heure. Mira avoue que Mori a une force monstre, mais que c'est un véritable abruti fini. Et là,
Devinez qui débarque au même moment? L'abruti en question, libre comme l'air. Il frime même en disant que le type en rouge vient de lui filer un tas de fruits pour se soigner. En apprenant que Maury va devoir se battre contre un juge pour rester dans la compétition, ses deux potes sont super refaits pour lui, mais lui mettent quand même un gros coup de pression. Ils lui rappellent que les juges sont des monstres absolus. Maury avoue que le gars est balèze, mais il est persuadé qu'avec son niveau de joueur VIP, il va gagner haut la main. Face à son ego surdimensionné, Mira lui fait la morale. S'ils en sont là, c'est parce qu'il agit sans réfléchir. Elle lui dit que dorénavant, avant de taper quelqu'un, il doit tourner sa langue 7 fois dans sa bouche. Mais bon, Maury a la tête dure, il veut rien écouter. Depuis tout gamin, son grand-père lui a appris une règle simple. Si t'es assez fort, tu fonces dans le tas. Mira et Jack sont complètement dépités face à son obstination. Dans une autre scène, P fait son rapport et prévient que les fruits scellés ont été sortis beaucoup trop tôt. Mais au lieu de paniquer, John trouve ça grave fascinant. Il veut juste vérifier si c'est de la vraie marchandise. Pendant ce temps, chez Maury, à peine a-t-il englouti tous les fruits donnés par June qu'il se met à cracher du sang et s'effondre direct. Le lendemain matin, Jack débarque à l'hôpital pour voir Zane, son meilleur pote qui est gravement malade. Zane lui confie que le médecin teste un nouveau traitement super efficace, mais que ça coûte une blinde absolue, obligeant sa grande sœur à enchaîner les boulots pour tout payer. Ce qu'il ne sait pas, c'est que Jack aussi se tue à la tâche en secret pour l'aider à payer ses frais médicaux. Zane ne veut pas que Jack se sacrifie pour lui, mais le frérot le rassure direct et lui jure que tout va bien. Tout ce qu'il veut, c'est voir son pote sur pied. Mais plus tard, alors qu'il fait le ménage dans un cybercafé, Jack tombe sur des racailles qui le détestent. Ces mecs ne se contentent pas de cracher sur Zen en disant qu'il va crever, ils provoquent Jack en boucle pour qu'il se batte. Sauf que Jack a besoin de fric et de garder son taf. Alors il serre les dents, ravale sa fierté et les serre comme des rois. Retour au tournoi. L'adversaire de Jack aujourd'hui, c'est Ethan, un pur intello. Le mec a une confiance absolue parce qu'il a farmé toute la théorie par cœur. Un vrai rat de bibliothèque du combat. Et quand Jack fonce sur lui, il capte direct que le binoclard ne bluffait pas. Jack se mange une rafale de coups parce qu'Ethan anticipe littéralement toutes ses attaques. Juste avec ses bouquins, il est persuadé qu'il peut devenir le numéro 1 mondial et il est là juste pour le prouver à tout le monde. Mais après avoir esquivé pendant plus de 200 échanges, le corps de Jack commence à télécharger les mouvements. Il passe en mode instinct pur pour contre-attaquer. Au clash suivant, Ethan glisse complètement par hasard. Mais Jack, en vrai bon gars, lui tend la main pour le relever. Ce geste de respect touche Ethan en plein cœur. Le combat reprend de plus belle, mais là, Ethan claque son attaque ultime qui met Jack à 2 doigts du game over. C'est un combo de 12 frappes consécutives sur les points vitaux, détruisant les os et les organes internes. Mais quand Jack repense à son pote qui se bat chaque jour contre la maladie, il trouve la force de se relever une fois de plus. Au moment où l'intello lance sa technique des 72 lances, Jack réplique avec la technique suprême des 4 animaux divins. Il active la posture de la tortue noire pour bloquer l'attaque, puis il enchaîne avec l'oiseau vermillon pour créer une tornade qui propulse l'ennemi en l'air. Et il finit avec le tigre blanc, un barrage de points d'une violence inouïe. Même en essayant de parer avec sa théorie, Ethan ne peut rien faire face à cette vitesse et accepte sa défaite avec le sourire. Du côté de Maury, après s'être empoisonné avec la bouffe du mec louche, il a été béni par les dieux, car il ressuscite et fonce vers le ring. Le juge Pep, qui poireaute depuis un bail, fixe les règles. Si Maury arrive à le faire tomber, ne serait-ce qu'une seule fois, il gagne. Au début, Pep fait le malin. Sauf qu'il ne s'attendait pas du tout à ce que Maury l'approche à une vitesse folle. Surpris de ouf, le juge perd l'équilibre et tombe par terre. Et au deuxième round, Maury lui met un chassé qui l'encastre direct dans le coin du ring. Même Maury est choqué de voir son propre power-up après avoir mangé cette dinguerie. Fou de rage à cause de la honte, Pep invoque instantanément un clown armé d'une faux pour massacrer Maury. Et là,
Le monstre est tellement rapide et OP que Maury se retrouve littéralement à un fil de la mort. Dieu merci, June débarque in extremis pour lui sauver la vie. Et au passage, il ampute direct 3 mois de salaire à Pep, laissant le juge complètement en PLS. Même s'il reconnaît la victoire de Maury en apparence, John est persuadé d'une chose. Ce mec a bouffé ce fruit-chelou sans mourir, c'est obligé que ce soit le petit-fils de Gon. Du coup, il veut le garder sous le coude à tout prix. Après 3 phases de qualification de pure folie, l'organisation a enfin le top 4 des demi-finales. On a Mira, avec son style de l'épée du clair de lune, Jack et son karaté destructeur, Maury, avec son taekwondo imprévisible, et enfin, J, le monstre du jiu-jitsu brésilien. Le tout premier duel, ça va être le choc entre Mira et Jack. Quelques jours plus tôt, sur le chemin du retour, notre petit trio rentrait ensemble, en s'embrouillant comme d'habitude. Mais attention, ils n'ont pas oublié de se faire la promesse de se retrouver en finale. Et là, plot twist. Un beau gosse aux cheveux violets débarque en supercar de luxe. Le mec pose un genou à terre et lâche les pires disquettes à Mira, du genre « Je suis né pour te rencontrer » et la demande en mariage direct. Une vraie dinguerie. Maury et Jack sont restés scotchés, la bouche ouverte, en mode « c'est une blague ou quoi ?» Mais personne n'avait vu venir le fait que Mira, avec son gros faible pour les beaux garçons, allait dire un grand « oui ». Quelques jours plus tard, la voilà déjà en train de choisir sa robe de mariée avec sa petite sœur. Son futur mari, c'est Magnus, un combattant, mannequin et homme d'affaires ultra connu dans le showbiz. Avec son physique de giga Chad et sa célébrité, il rend la petite sœur de Mira complètement verte de jalousie. Quand on lui parle de coup de foudre, Mira repense au moment où Magnus a débarqué chez elle avec des fleurs, en lui lâchant des mots doux et en jurant d'en faire la reine de son monde. Bon, elle kiffe les beaux gosses, c'est sûr, mais Mira garde quand même les pieds sur terre. Ce qui l'a vraiment fait craquer et accepter cette union, c'est quand il a promis d'utiliser son influence pour ressusciter le dojo de l'épée du clair de lune. Les souvenirs de la mort de son père remontent à la surface. À l'époque, tous ceux qui venaient aux funérailles crachaient carrément sur son père et sur le style de leur famille. Son oncle avait bien essayé de reprendre le flambeau, mais vu qu'il n'avait pas le talent, c'est Mira qui a dû porter tout ce poids sur ses épaules pour trouver un digne héritier. Pendant ce temps-là, le gros charreau de Magnus continue d'embobiner l'oncle de Mira avec ses belles paroles. Il lui jure qu'il l'aime d'un amour sincère et qu'il prendra soin d'elle, histoire de rassurer le tonton. Du côté de Maury, le mec achetait tranquillement ses gâteaux quand il apprend que sa pote va se marier. Il pète un câble et court lui demander si on l'a marabouté. Ces questions énervent Mira, qui lui lâche sèchement qu'elle fait ça pour sauver son école d'arts martiaux avant de le dégager de là. En panique totale, Maury appelle Jack et s'imagine déjà que Magnus est un vieux trafiquant qui kidnappe des meufs pour les envoyer en Chine et les enfermer dans des caves, comme dans les films. Jack lui dit d'arrêter de lire autant de mangas, mais Maury insiste. Mira n'a pas du tout l'air heureuse, il y a une grosse douille dans cette histoire. Jack est inquiet aussi, mais pour lui, c'est le choix de Mira. Ils n'ont pas à s'en mêler. Le jour du mariage arrive, Mira est magnifique. Mais avec son oncle, il tire une de ses têtes d'enterrement. Le tonton repense à toutes ces années où Mira s'est tuée à l'entraînement, sans jamais profiter de sa jeunesse ou de ses passions. Il craque et supplie Magnus d'annuler la cérémonie. Mais Mira prend sur elle aimant, en disant qu'elle kiffe sa vie et qu'elle va enfin réaliser son rêve. Elle n'accepte de lui passer la bague au doigt qu'à une seule condition, qu'il sauve son dojo. Et lui, il continue de lui vendre du rêve avec ses promesses en l'air pour dissiper ses derniers doutes. Quand Maury est tombé sur la frangine de Mira devant la salle, il a pigé direct ce qui se cachait derrière ce mariage. Il comptait forcer l'entrée pour aller voir sa pote, mais les gorilles de la sécu lui ont barré la route et l'ont jeté dehors. Pendant ce temps, à l'hôtel, la vraie nature de Magnus commençait à éclater au grand jour. Ce type, en fait, il faisait partie de cette organisation secrète de fous. Et son seul but, c'était de voler l'épée sacrée de Mira. Pendant que Maury galère parce qu'il refuse de frapper des gens normaux, Jack débarque. Boum! Un simple coup d'épaule et il couche tous les gardes comme des dominos. C'est du grand art.
Nos deux gars défoncent la porte de l'église avec un flot monstrueux et balancent toute la vérité sur la trahison de Magnus. Vu que ses gardes sont au sol, cette raclure dégaine son sabre pour menacer tout le monde. Jack s'interpose direct pour affronter Magnus et laisser à Maury le temps de parler à Mira. Maury la recadre sec. Il lui balance « C'est ça ta façon de protéger ton art martial ? En abandonnant et en refilant le bébé à quelqu'un d'autre ?» Il lui rappelle toutes les galères qu'elle a traversées pour en arriver là. Et maintenant, elle veut tout foutre en l'air ? Mira se repasse le film de sa vie, toutes ses passions qu'elle a dû sacrifier pour se consacrer entièrement à la voie du sabre. Furieuse, elle hurle sur Maury « Mais qu'est-ce que t'en sais, toi ?» Mais là, son oncle et sa petite sœur s'interposent. Son oncle lui avoue avec émotion que son père n'aurait jamais voulu la voir souffrir comme ça. Mira a soudain un flashback. Elle se rappelle les mots de son père. La vraie lame doit refléter l'âme de celui qui la manie. C'est ça, la véritable essence du style de l'épée du clair de lune. En larmes, elle réalise qu'elle a trahi la volonté de sa propre famille pendant tout ce temps. Sans hésiter, elle marche vers Magnus, s'excuse et annule purement et simplement le mariage. Elle décide de rebâtir son dojo par ses propres moyens. Quel glow up! Jeté comme une chaussette devant tout le monde, Magnus montre enfin son vrai visage de pourriture et la traite de gamine. Le mec libère son aura et invoque un esprit de samouraï qui détruit la salle entière. C'est la panique totale. Mira se prend un coup de lame fatal, mais elle ne bronche même pas. Badass jusqu'au bout. À main nue, elle lance la 6e posture de son art et one-shot Magnus avec une facilité déconcertante. Une dinguerie. Une fois à l'extérieur, on s'attend tous à ce qu'elle les remercie. Bah non, elle pète un câble et engueule toute l'équipe pour avoir saccagé son mariage. Bon, Magnus a quand même réussi à choper l'épée et s'est enfui en croyant avoir gagné. Mais Mira ne le course même pas. Pourquoi ? Parce qu'elle a compris que l'héritage de son père vit dans son cœur, pas dans un stupide bout de métal. Elle repart, le sourire aux lèvres, avec ses 2 potes. Mais attention, gros plot twist le soir même. Jack est foudroyé sur place. Il apprend que son meilleur pote Zane est dans un état critique. Et comme si ça ne suffisait pas, pendant son petit boulot, il tombe sur les racailles qu'il avait déjà cherchées. Les mecs le harcèlent, l'insultent comme pas possible et balancent que Zane va crever. Là, le cerveau de Jack disjoncte. Il pète les plombs. Le lendemain matin, Maury, qui avait roupillé, arrive en retard à l'arène et là, le choc. En ouvrant la porte, il voit Jack en train de massacrer Mira avec des droites monstrueuses, sans aucune pitié. Il a fallu que l'arbitre s'interpose, vu que Mira était complètement KO, pour que Jack s'arrête. Maury n'en croit pas ses yeux. Rempli de rage, il jure de détruire ce traître en finale pour venger son ami. La hype est à son paroxysme. Petit retour en arrière. Jack et Zane, c'étaient les bros absolus qui réglaient souvent leurs problèmes à coups de poing. Mais paradoxalement, c'est cette violence qui a forgé leur lien indestructible. Une vraie bromance de shonen. Retour au présent. En repensant à la boucherie qu'il vient de faire subir à Mira, Jack est pris de dégoût. La culpabilité le ronge tellement qu'il en vomit ses tripes. Juste après, c'est l'heure de la demi-finale pour notre boy Maury. Fou de rage, il pulvérise son adversaire de jiu-jitsu brésilien en une seule attaque. Boum! Il lance ensuite un regard noir, chargé de haine, vers Jack. Plus tard, Maury fonce voir Mira à l'hôpital. Elle garde la tête haute et lui dit doucement qu'elle a perdu à cause de ses blessures et parce qu'elle manquait de puissance. Même si Maury refuse de pardonner cette sauvagerie, Mira reste persuadée que Jack cache un lourd secret. Pendant ce temps, l'horreur s'intensifie. Zane tombe dans un coma profond et Jack a besoin d'argent, genre tout de suite. Une question de vie ou de mort. Le jour J est arrivé. La grande finale entre les 2 ex-potes éclate. Zéro pitié. Maury envoie des coups de pied dévastateurs et Jack réplique avec des patates de forain chargées d'électricité. C'est son pang visuel. Sur le papier, le combat est serré. Mais l'examinateur Pep capte direct que l'un des deux s'épuise et va se faire fumer si ça dure. En coulisses, l'examinateur Moren reçoit un appel d'urgence, la pire nouvelle possible. Sur le ring, Maury se mange 2 droites monstrueuses de Jack
et crache carrément du sang. Dégoûté de voir ce que son pote est devenu, Mori passe enfin aux choses sérieuses. Il dégaine son taekwondo et lâche un triple kick de malade mental en voyant Jack valser au bord du ring. Mori lui tend la main pour le relever, mais là, Jack crache son venin et lui lâche. « Je ne vous ai jamais considéré comme mes potes, toi et Mira. » Puis, il enchaîne direct avec la technique du poing de la tortue noire. En parallèle, Mira, qui sortait tout juste de l'hôpital, croise Moren par hasard. Et là, la douche froide. Elle apprend que Zen vient de rendre l'âme, sous les hurlements déchirants de sa grande sœur. Dans l'arène, la tension est insoutenable. Jack libère le poing de l'oiseau vermillon. Il revoit son pacte maudit avec June. S'il gagne la demi-finale et la finale de manière ultra écrasante, June utilisera sa nanotechnologie pour ressusciter Zan. Voilà pourquoi il a dû massacrer Mira avec autant de cruauté. Il n'avait pas le choix. Il devait plier le match au plus vite. Jack enchaîne avec le poing du tigre blanc, puis charge le poing du dragon azur pour achever le combat. En face, Maurice s'élance avec son attaque ultime. L'impact est tellement dingue que toute l'arène se met à trembler. Quelle masterclass! Mais attention, plot twist! À la toute dernière seconde, Mori retient délibérément sa jambe. Il encaisse l'attaque du dragon bleu de plein fouet et s'écroule au sol. Et là, c'est le drame. John s'approche de Jack et lui glisse à l'oreille que Zen a rendu l'âme. Même avec la nanotechnologie, il était déjà trop tard. Complètement brisé par la mort de son Nakama de toujours, Zane. Jack est au fond du gouffre. Il perd toute volonté et se bat comme un zombie, laissant Mori l'enchaîner. Faut dire que dans le passé, quand Jack s'était fait encercler et tabasser, tout son propre gang l'avait lâchement abandonné. Seul Zane, en connaissant parfaitement les risques, avait foncé dans le tas pour le sauver. Depuis ce jour-là, ils étaient devenus de véritables frères de sang, et c'est Zan qui l'avait aidé à retrouver foi en l'amitié. D'ailleurs, quand Moren se demande pourquoi June a balancé cette nouvelle tragique en plein milieu du match, il explique que la véritable puissance d'un homme se révèle uniquement quand il est poussé dans les abysses du désespoir. Et pile au moment où Jack s'apprête à lâcher l'affaire, Mira débarque et lui remet la lettre d'adieu de Zane. À l'intérieur, c'est l'émotion pure. Zane lui écrit à quel point il est fier d'avoir un frère prêt à tout donner pour lui. Et il lui demande de vivre désormais sans le moindre regret. Bats-toi pour toi et rien que pour toi. En lisant ça, Jack a un déclic mental monumental. La hype explose en lui, il a la rage au ventre et l'envie brûlante de combattre avec l'âme de son pote une toute dernière fois. Ce visage métamorphosé, cette aura de dingue. C'est exactement ce que Mori attendait depuis le début. Les deux monstres foncent l'un sur l'autre dans un clash épique, comme deux amis qui mesurent leur puissance brute. Ce n'est plus du tout un combat à mort, c'est devenu une masterclass absolue. Au lieu de stresser pour la victoire, les mecs balancent des attaques dévastatrices tout en lâchant de grands sourires, comme des gosses dans une cour de récré. Après s'être mangé le poing du dragon bleu pour la deuxième fois, Mori a direct improvisé une dinguerie. Le coup de pied du dragon d'azur, une attaque d'une puissance colossale qui a littéralement fait exploser l'arène dans un immense nuage de poussière. Un pur banger visuel pour le public. S'étant pris l'attaque de plein fouet, Jack s'effondre. Et c'est Mori qui arrache la victoire. Mais le truc fou, c'est que la personnalité de Mori ressemble tellement à celle de Zane que Jack a eu l'impression que son défunt pote était là, juste à côté de lui. C'est cette fraternité brute, bien plus que les techniques d'arts martiaux ultra stylées, qui a mis le public en transe. À partir de là, nos trois héros sont devenus des potes inséparables, comme si cette grosse baston n'avait jamais existé. Pendant ce temps-là, dans une forêt perdue au milieu de nulle part, Gon, le grand-père de Mori, se retrouve face à une secte complètement chelou. Le leader essaye de le recruter, mais le papy l'envoie bouler direct en mode « Tu me cherches? Je te brise la gueule !» De retour sur Mori, le gars a beau afficher un grand sourire la journée. Toutes les nuits, il a le cœur lourd, rongé par le manque de son grand-père. Le tournoi continue sur sa lancée. Mira, en mode super sérieuse, a complètement expédié un combattant brésilien en 2 petits coups d'épée pour rejoindre ses 2 potes au tour suivant. Après ces phases locales,
Le comité balance un plot twist. Les 3 meilleurs combattants vont former une seule équipe pour les nationales. John, le boss du tournoi, décide de passer au format par équipe pour une raison bien précise. Trouver et forcer l'éveil de la fameuse clé. Il est persuadé qu'une équipe qui passe par toutes les émotions, de la confiance absolue à la jalousie et la rage, va générer une puissance émotionnelle monstrueuse. Et comme il sent que la secte Nox prépare une dinguerie, June appelle l'équipe de Jessica en renfort pour sécuriser l'événement. Mira aggrave le somme de devoir faire équipe avec ses 2 boulets. Maury, lui, est carrément frustré de ne pas pouvoir affronter son pote. Du coup, il propose direct de se battre contre Mira pour level up. Sur le chemin, Maury bouscule un vieux monsieur un peu mystérieux. Mais quand il se retourne, pouf, disparu. Ce mec, c'est Kai, le propre maître de June, et l'un des légendaires membres des Six. Même avec un seul bras, le papy est vif comme l'éclair. Sans prévenir, il poignarde John juste pour tester ses réflexes, un gros coup de pression. Et quand il apprend que la secte Nox tourne autour de Gon, Kai lâche un petit rire en disant qu'il joue avec le feu. Et devinez quoi? Le grand-père de Maury va vite leur montrer sa puissance titanesque. D'un simple petit coup de pied, il pulvérise une montagne entière, forçant le mec en rouge à claquer son attaque ultime. Une épée gigantesque qui vient trancher tous les sommets aux alentours. De son côté, Mira fait ses courses et tombe par hasard sur la famille de Shin, le commentateur du tournoi. Elle est choquée de découvrir qu'il est aveugle. Dans un moment de vulnérabilité, elle lui avoue qu'elle se sent à la traîne par rapport à ses 2 potes de l'équipe. Shin rassure avec bienveillance, en lui expliquant qu'elle est loin d'avoir exploité tout le potentiel du style de l'épée du clair de lune. Pendant ce temps, Jack va voir John et le supplie de l'entraîner. Il veut rendre l'appareil à ses amis et vivre sa jeunesse à fond, comme un vrai héros de shonen. Jack l'interroge aussi sur ces entités bizarres qu'il a vues et John lui lâche le morceau. C'est ce qu'on appelle le pouvoir emprunté. Alors que Maury se tape un entraînement hyper chelou basé sur des corvées du quotidien et se fait soigner la jambe à coups d'acupuncture magique par le vieux Kai, Mira, elle, reçoit une vraie masterclass de la part de Shin sur la façon de mettre toute son âme dans sa lame pour vaincre plus fort que soi. Le Dark Lord tombe. Shin lui révèle que c'est justement ce style d'épée qui lui a coûté la vue. Et juste après le départ de Mira, Shin sent une énorme aura meurtrière émanée d'un mec flippant déguisé en lapin. Au même moment, le tournoi passe au niveau supérieur. John met Jack en garde. Les prochains adversaires, ça rigole plus, ce sont des monstres capables de puiser dans des pouvoirs divins et surnaturels pour se battre. Cette fameuse force cachée, c'est le pouvoir emprunté, une technique qui permet de s'accaparer l'énergie des dieux. C'est d'ailleurs le véritable objectif de ce tournoi. On apprend aussi que Gon, le grand-père, est le mec qui a fait pleurer Marco au point qu'il supplie pour qu'on lui laisse la vie sauve. Alors que le papy croise le fer avec Ilpio, la sécurité débarque pour les virer. Un ennemi invoque un monstre géant pour bouffer Gon tout cru, mais Ilpio balance des flammes de malade juste à temps. Même s'ils font jeu égal, l'enfoiré menace de réduire Ilpio en charpie la prochaine fois. La hype monte d'un cran. Les combattants de toutes les régions se mettent en route pour le grand tournoi national. On voit Nova, le gosse de riche aux cheveux bleus, faire ses adieux à son grand-père. Le vieux lui dit de ne pas trop forcer et lui colle carrément une soubrette pour s'occuper de lui. Le plot twist, son grand-père n'est autre que Raven, le maître de l'illusion. L'équipe de Jessica débarque aussi, avec Dante, alias le balafré, et Valerie, la soigneuse de génie. Sans oublier Kai, Oliver et bien sûr John, le boss final de l'orga. Le jour J est arrivé. Mira et Jack passent prendre Maury parce qu'ils sont sûrs que ce flemmard est encore en train de pioncer. Ne voyant personne, ils entrent et découvrent l'intérieur de sa maison. C'est le vide total. Il n'y a qu'une photo géante de son grand-père. La vérité fait mal. Maury n'a jamais connu ses parents. Alors son papy a payé des acteurs pour faire une fausse photo de famille et faire taire les rumeurs du quartier. Maury, toujours fidèle à lui-même, se vante que son papy est le mec le plus fort de la planète. Mira et Jack pensent direct qu'il mytho à plein nez. Jack parle de la légende de Gon, mais ils ne font pas le lien. Quoi qu'il en soit, Maury est gonflé à bloc, prêt à rouler sur absolument tous les boss du tournoi. Mais l'ambiance se glace.
L'organisation apprend que l'arbitre Shin a été assassiné. Un tueur de la secte Nox se la pète, pensant avoir buté l'arbitre Pep. Bref, les phases nationales commencent enfin, format par équipe en 3 manches. La première équipe qui en gagne 2 passe au tour suivant. Mori, qui vient tout juste de débloquer une nouvelle technique, exige de faire le premier match. Son adversaire, c'est Eleanor, un petit blond arrogant qui pense que Mori n'a vraiment pas de bol de tomber sur lui. Mori s'en fout royalement et teste direct sa technique. Il bloque ses propres points de pression et lâche un grand sourire, persuadé qu'il vient de multiplier sa force. Kai, dans les gradins, est trop fier de voir que son élève a lâché le taekwondo pour son propre art martial. Sauf que ce bouffon de Mori a foiré un point de pression et se retrouve complètement paralysé. Il se fait tabasser et perd direct. La honte internationale pour ses potes et son maître qui ont envie de disparaître. Du coup, c'est à Jack de sauver les meubles au deuxième match. Face à lui, Alan, un daron de 38 ans qui est toujours au lycée, avec pour devise de ne jamais cesser d'apprendre. En parallèle, l'ordure de Nox se vante d'avoir forcé Shin à supplier pour la vie de sa famille avant de les massacrer sans pitié. C'est là que la marionnette clown de Pep sort d'un cercueil et arrache un bras du tueur d'un coup sec. Bien qu'il ait été transpercé, Pep pète la forme et son niveau de puissance explose littéralement tous les compteurs. Retour dans l'arène, Jack enchaîne Alan. Mais c'est comme taper dans un mur, 0 dégâts. Alan, maçon dans l'âme, balance des contres de chantier avec des techniques de sac de ciment et des coups de poing façon marteau-piqueur, acculant Jack dans les cordes. Alors qu'Alan s'apprête à l'achever, Jack active le point des 4 bêtes dans une explosion de puissance et reprend le contrôle. Dans le public, Eleanor panique pour son boss. Mais Lyra, elle, croit dur comme fer qu'Alan va retourner la situation. Flashback time. On apprend qu'Alan est le héros d'Eleanor, celui qui l'a sorti de la rue et l'a poussé à reprendre les cours. Et pour Lyra, c'est pareil, elle adorait le kendo. Mais à force de se sentir inférieure, elle voulait tout lâcher. Alan est arrivé, a réparé son épée et lui a redonné la flamme. Malgré ses échecs à la fac et les moqueries, ce mec a toujours gardé le sourire, parce qu'il sait que les vraies défaites viennent du moment où l'on abandonne. Sa sincérité de gros nounours a redonné espoir à Lyra. Fin du flashback, la baston reprend. Alan lâche des patates de forain titanesques qui mettent Jack dans la sauce. Alan claque enfin son pouvoir emprunté et matérialise un marteau géant. Jack esquive même pas. Les deux s'affrontent de front. Et sur une ultime attaque de malade, Jack utilise la paume du dragon bleu, pulvérise le marteau et arrache la victoire. Pendant ce temps, Pep découpe le tueur de Nox en rondelles en lui tranchant les 2 bras. Drake, cet enfoiré, invoque un pouvoir emprunté en forme de V pour régénérer son corps et commence à se vanter d'être immortel, avant de se prendre direct un lancer de cartes critiques par Pep. Alors que Pep va le finir, 2 mecs mystérieux s'interposent. Ce sont Saturne et le prêtre taureau de la secte Nox, les vrais boss de cette mission. Drake n'était qu'un pion éclaté au sol. Saturne a une esquive parfaite et Taureau fait jaillir des mains du sol pour paralyser Pep. Au moment où Saturne va porter le coup fatal, Loki débarque in extremis pour le sauver. Ayant senti que Pep avait brisé son saut de puissance, Loki vient prendre de ses nouvelles, mais lâche surtout une dinguerie. Pep va se faire amputer de 3 mois de salaire en plus pour avoir enfreint les règles. En entendant qu'il perd 6 mois de paix au total, le visage de Pep se décompose. Il a un cancer du portefeuille en phase terminale, la dèche totale dans l'arène. Place au match décisif. Mira contre Lyra. C'est un affrontement brutal où ça se rend coup pour coup sans trembler. Même si Lyra voit bien qu'elle a un niveau en dessous, elle donne sa vie pour l'honneur de son équipe. Après s'être fait briser son sabre en bois par Mira, elle pète un câble, éveille son pouvoir emprunté et fait apparaître une épée de lumière ultra stylée. De retour à la base, Taureau attaque avec une énorme croix en forme d'ours qui balance des lasers dans tous les sens. Mais Loki esquive tout avec une classe folle. Quand Taureau invoque un monstre pour le bouffer tout cru, Loki réplique avec son propre pouvoir emprunté. Trangich, un putain de dragon de feu géant
qui avale l'ennemi d'une bouchée. Toro, qui a le démon d'avoir perdu, pète un câble et se met à insulter toute la lignée de Loki comme un rageux. De l'autre côté, son allié Saturn se fait terminer par Pep avec un coup de faux fatal en plein cœur. Dans l'arène, Mira a carrément frôlé la mort face à un coup de l'épée de lumière de Lyra. Et pendant que Mori et Jack s'embrouillent pour savoir ce qu'ils vont manger à midi, Mira se remémore les leçons de Shin. Elle lâche une esquive de génie pour trouver l'ouverture et plie le match avec un banger absolu. La 23e posture du style de l'épée du clair de lune? En vrai, c'était juste un coup de pied basique, mais ça a suffi pour one-shot Lyra et qualifier l'équipe de Mori direct pour la suite. En voyant ses potes se faire pulvériser, Saturne a paniqué. Il a pris Toro sous le bras et a taillé la route, laissant ce fou de Drake s'autodétruire en mode kamikaze pour essayer de fumer les juges. Coup de bol, Loki et Pep s'en sortent sans la moindre égratignure. Mais là, plot twist. John commence grave à suspecter la présence d'une taupe en interne. Et ouais, l'emplacement des juges était censé être top secret. C'est pas normal. Et pour couronner le tout, l'angoisse monte d'un cran quand il reçoit des images du combat du grand-père de Mori. Un truc super glauque. Il ne reste qu'un bras arraché sur place. Bref, le tournoi continue dans le groupe B avec l'entrée en scène du petit bourge, Nova, face à Lego. Sauf que Nova a mis 3 plombes à incanter son sort et Lego l'a puni direct. Il a invoqué un requin qu'il a salement mutilé. Le sang pissait de partout sur le ring. Même sa servante qui a rushé pour le sauver s'est fait torturer sans aucune pitié. Devant cette scène d'une violence inouïe, Jack a complètement pété un câble et a bondi sur l'arène. Il voulait lui faire la peau à ce Lego, obligeant l'arbitre à s'interposer. Mais là, coup de théâtre, le gosse de riche aux cheveux bleus est toujours en vie et se relève en tremblant pour continuer. On a tous cru au comeback de génie, à la masterclass de la dernière chance. Mais Lego lui a mis une clim instantanée avec une droite monumentale. En voyant son petit-fils en sang, le vieux Raven avait le démon. Il voulait carrément faire disqualifier Lego, mais John l'a calmé en lui glissant que ce psychopathe pourrait bien être la clé de toute cette histoire. Le tournoi reprend donc avec l'équipe de Marie. Même s'ils ont perdu le premier round, Marie c'est super chill. Il a une confiance aveugle en la puissance de sa cousine pour le deuxième match. Et il avait grave raison. Il lui a suffi d'un seul coup de pied vicieux de bas en haut, pile dans le point faible, pour sécher un colosse de plus de 2 mètres net sur le ring. Face à la puissance absurde de l'équipe de Yorn et Marie, Mira et Mori commencent sérieusement à avoir des sueurs froides. Et l'ambiance devient super badante quand ils apprennent que Jack, pour avoir sauté sur le ring tout à l'heure, se prend un banc direct pour le prochain match. Ça met la team de Mori dans une galère monstre. Ils vont devoir faire du 2 contre 3 face à des monstres de puissance. On passe au 3e match de l'équipe de Marie et son adversaire est un gars avec une crête de coq peroxydée qui s'appelle Yagi. En voyant la petite gueule d'ange de Marie, Yagi commence à le trash-talk violemment, le traitant de puceau pour le déstabiliser. Sauf que Marie s'en fout royalement, il active son aura de boss et fonce dans le tas sans lâcher un mot. Il sort un style d'art martial ancien ultra stylé et il lui met la misère totale. Fou de rage, Yagi invoque son chariot des ténèbres pour contre-attaquer. Mais Marie nous lâche une esquive parfaite avec un jeu de jambes de génie avant de claquer son finisher. Une frappe enflammée en plein menton, un chaos fulgurant, un vrai banger. Depuis les gradins, Mori gamberge grave. Le logo du tigre sur la veste de Marie est exactement le même que celui de son grand-père. Sur le chemin du retour, le trio repense aux mots de Jun. Le chariot, ce pouvoir divin, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est purement une question de destin. Du coup, la team est ultra hype et déterminée à tryhard pour espérer débloquer ce power-up divin. Mais Mori, lui, il est catégorique. Il refuse net d'utiliser le chariot. C'est un pur joueur free-to-play dans l'âme. Son ego refuse de devenir un pay-to-win. Il est persuadé qu'il peut tout exploser avec sa force brute. Plus tard, en marchant seul dans le parc pour se vider la tête, il repense à sa discussion tendue avec Jun. À propos de son grand-père, John lui avait confié que Gon était une vraie légende, constamment surveillée par l'organisation. Mais le truc glaçant, c'est que sur les lieux d'un récent bain de sang,
ils ont retrouvé des litres de son sang. John flippe vraiment pour la vie du vieux. Même si, en façade, Maury fait le mec fort en jurant que son papy peut démonter n'importe qui. Au fond, il est rongé par l'angoisse. C'est à ce moment précis que Maryse débarque, totalement en mode fanboy, pour lui avouer son admiration. Au moment de se serrer la main, paf, Marie l'entraîne par surprise dans un mini-sparring fulgurant. Maury se fait projeter au sol, mais avec ses réflexes de monstre, il lance un contre-mortel en le prévenant direct. S'il ose lui toucher le visage, il se prendra un coup de talon fatal dans le crâne. Sentant que Maury n'a aucune intention de tuer, Marie stoppe tout et lui montre son énorme tatouage de tigre dans le dos, un pur symbole de respect pour son grand-père. Flashback 14 ans en arrière. Le père de Maryse décède et sa mère l'abandonne lâchement, alors qu'il traversait l'enfer, seul et harcelé par les autres, parce qu'il était nul en arts martiaux. Le grand Gon est apparu comme un sauveur. En tant que meilleur ami du grand-père de Marie, il lui a légué le manuel de combat de toute une vie, en lui lâchant cette phrase qui donne des frissons. « Deviens quelqu'un de grand ». Cette bienveillance a totalement sauvé Maryse de la dépression, faisant de Gon la 3e personne la plus importante de son existence. Mais quand Maryse lui demande comment va le vieux, gros malaise, Maurice serre les dents en silence, parce que lui-même n'en a aucune foutue idée. D'un coup, Jorn tente une attaque sournoise dans le dos, mais Maryse le bloque direct. Avant de partir, il prévient Maury de faire très attention à ce démon, lui jurant qu'il sera toujours de son côté. Pendant ce temps, le juge Q pète un câble et débarque pour confronter Jun sur le meurtre de la famille du juge Shin. Résultat, Jun lui met une grosse raclée pour son insolence. En réalité, Jun avait caché et protégé la femme et les enfants de Shin depuis le début. Mais pour avoir saccagé le bureau et manqué de respect, Q se prend 9 mois de retenue sur salaire. Le mec finit littéralement fauché. Jack capte la situation et propose de le sponsoriser financièrement s'il lui apprend à maîtriser le Shariok. Il refuse de se faire carry par Maury. Il veut devenir le pilier de son équipe. Le soir même, Jun réunit tous les juges, lève leur sceau de restriction et déclare la guerre ouverte. Leur cible, c'est l'éradication de l'organisation Nox. Les deux camps préparent l'affrontement du siècle. Leur but commun, forger la clé, capable de faire descendre les dieux sur terre. De son côté, Maury s'entraîne comme une bête sauvage et se remémore son 6e anniversaire, le jour où son grand-père l'a quitté pour une mission suicidaire. Le seul cadeau qu'il lui a laissé, c'est cette photo d'eux qu'il garde précieusement accrochée dans sa chambre. Aujourd'hui, Maury a dit à cet homme. Et alors qu'il a un énorme coup de blues en pensant à lui, Mira et Jack débarquent de nulle part pour lui fêter son anniversaire en surprise. Mira a préparé des maquis maison, même si l'aspect est un peu cauchemardesque, on va pas se mentir. Jack, lui, a ramené des dingueries qui donnent grave faim. Le trio passe une soirée incroyable à se gaver et à délirer. Et là, Maury comprend enfin le vrai sens des mots de son grand-père. Il n'y a rien de plus précieux que ses potes. Ils se font la promesse sacrée de remporter ce tournoi tous ensemble. Mais la hype retombe brutalement le lendemain matin. Maury reçoit une lettre anonyme avec une photo glaçante de son grand-père enchaîné. Le sang de Maury ne fait qu'un tour. Il rush vers l'adresse indiquée pour le sauver en se jurant de revenir à temps pour le match. À l'arène, Mira et Jack sont en totale panique. Aucune trace de Maury. Et le juge Moren annonce que le combat va commencer d'une minute à l'autre. Sachant que Jack est banni temporairement et que Maury a disparu, il risque l'élimination directe s'ils perdent ce premier round. Face à l'urgence absolue, Mira prend les choses en main. Elle monte sur le ring pour temporiser pendant que Jack part ratisser la ville pour retrouver Maury. Une fois sur l'arène, Mira bugue complet devant la dégaine de l'équipe adverse. Son adversaire s'est littéralement pointé en maillot de bain. Sérieux, WTF. D'habitude, elle kiffe les beaux gosses. Mais là, son style vestimentaire qui pique les yeux la dégoûte tellement qu'elle veut juste speedrun le combat. En parallèle, Maury débarque au point de rendez-vous et découvre avec horreur son papy étalé par terre, immobile. Directement, un mec à la peau bronzée nommé Marin surgit des ombres. Il attaque Maury tout en faisant le mec ultra narcissique, se vantant de sa propre beauté. Marin essaie de placer une prise de lutte pour la maîtriser.
Mais Mira esquive in extremis avec son sabre. Au moment où elle contre-attaque, le coéquipier de Marin lui balance une épée en bois sortie de nulle part. Et là, Marin lâche qu'il attendait ce moment depuis hyper longtemps. Cette fameuse épée en bois qu'il tient dans les mains, c'est en fait le trésor sacré de la famille de Mira. D'un seul coup, il brise l'arme de Mira et crache son venin. Il est mort de déception de voir qu'elle l'a eu sous les yeux pendant tout ce temps, sans même capter sa véritable nature. Joignant le geste à la parole, Marin transforme ce vulgaire bout de bois en une vraie lame d'une netteté effrayante, laissant Mira totalement sous le choc. Ailleurs, pendant que Jack cherche désespérément Maury, il tombe sur une dinguerie. Alan, complètement KO dans les toilettes, démonté par une meuf. Sur le ring, Marine continue son show et révèle que son arme est un trésor divin national du nom de l'épée de Fanchian. Il rush sur elle à la vitesse de l'éclair, mais Mira esquive de justesse et balance son 5e mouvement pour le punir. Elle réussit à lui arracher la lame des mains. Mais ce maudit artefact l'a déjà reconnu comme son maître et retourne voler direct dans la paume de Marin. Du côté de Maurice, c'est le drame. Alors qu'il pleure en secouant le corps de son papy, le cadavre se met à rire machiavéliquement et explose, rasant l'entrepôt entier. C'était un putain de guet-apens tendu par ce lâche de Max. Le mec pensait avoir pulvérisé Maury avec l'explosion et s'apprêtait à fuir. Mais contre toute attente, Maury se redresse, increvable. Mort de rage de le voir encore debout, Max active sa technique de clonage et l'encercle de toutes parts. Retour sur le ring. On apprend que Marin fait en réalité partie de l'organisation Nox et qu'ils attendent depuis des plombes que Mira éveille le pouvoir de l'épée. Mais là, c'est la douche froide. Ils réalisent qu'elle est totalement impuissante. Marin profite d'une faille et lui plante une attaque critique qui la laisse en sang. Pendant ce temps, Jack se retrouve nez à nez avec Bora, une meuf de l'équipe de Lego. La fille passe son temps à le draguer ouvertement en plein combat. Et soudain, elle l'embrasse de force et tente de l'assassiner dans la foulée. Coup de bol, Lego débarque de nulle part et l'embarque parce qu'ils ont une urgence absolue. Jack transpire à grosses gouttes en ressentant l'aura de monstre psychopathe que dégage ce groupe. Ailleurs, Maury est grave en galère, étouffé par la horde de clones de Max. Ce dernier est dégoûté. Comment le petit-fils de l'immense Gon, celui qui avait écrasé l'équipe des Six, peut-il être un tel fragile? Maury se fait balancer violemment à l'étage inférieur. Et là, c'est le choc. Il découvre que toute l'équipe adverse a été massacrée pour que ces tarés puissent s'infiltrer dans le tournoi. Mort d'angoisse pour ses amis, Maury prend un risque de malade. Il utilise une technique secrète d'acupuncture pour booster sa puissance à fond pendant 1 heure. Et ça, même en sachant qu'après le contre-coup, il perdra totalement ses sens. Côté arène, Mira se fait bolosser et forcer à l'abandon. Quand ces ordures lui balancent que Maury ne viendra jamais, c'est la goutte d'eau. Rendue folle de rage, elle fonce dans le tas à l'aveugle, mais se prend un nouveau coup d'épée fatal. Alors qu'elle perd connaissance, les souvenirs de ses potes agissent comme un électrochoc et la maintiennent en vie. Soudain, une voix mystérieuse résonne dans sa tête, lui demandant quel est son souhait et sa force. Mira s'affirme avec les larmes aux yeux. Ouais, elle est peu, être faible aujourd'hui, mais elle s'est jurée de devenir une machine de guerre pour rattraper ses amis. Une autre version de Mira pop de nulle part, et ensemble, elles font le serment de devenir les championnes absolues. Une immense colonne de lumière rouge vif explose, et là, dinguerie, Mira éveille officiellement son Sharioc, le dieu de la guerre. L'Ubu de l'époque des 3 royaumes. Elle tanque les attaques de Marin avec une facilité déconcertante et plie le match avec une attaque dévastatrice qui met son adversaire KO direct. Une vraie masterclass. Et là, timing parfait, Maury fait son grand retour, ce qui remplit Mira de joie. Jack la félicite pour son éveil, mais les deux remarquent direct un truc louche. Maury dégage une aura meurtrière ultra sombre, du jamais vu chez lui. Son adversaire, le pote de Max, donne tout ce qu'il a en hurlant pour savoir où est passé son ami. Mais Maury l'ignore royalement et l'enchaîne avec des coups d'une violence inouïe.
Il termine avec un double coup du dragon bleu qui pulvérise littéralement un coin de l'arène. Une puissance tellement terrifiante que les membres de The Six en ont des sueurs froides en repensant au monstre qu'était Gon. Dans leur tête, c'est clair, c'est lui, le véritable héritier. On découvre enfin la véritable identité de ce vieil homme. Le scénario nous lâche un petit flashback sur Sumi, la grande sœur de Zane et la cousine de Maris. C'est le pilier de sa vie, celle qui a toujours été là pour le hyper et lui donner la force de devenir le monstre de puissance qu'il est aujourd'hui. Dans un ancien tournoi d'arts martiaux, Zan s'est fait démolir par l'ego. Un massacre total. Mais Mater se lâche à continuer de s'acharner, lui broyant la jambe et brisant à tout jamais ses rêves de carrière martiale. Fou de rage, Marie est allée traquer l'ego pour le fracasser et le forcer à s'excuser auprès de sa sœur. Mais cette ordure n'a rien voulu lâcher. C'est après ce drame que Maris a reçu son invitation pour le tournoi actuel, avec à la clé l'exaucement de n'importe quel vœu. Même s'il a une hype de malade à l'idée d'affronter Mori, sa priorité absolue, c'est de soigner la jambe de Zan. Maris est prêt à tout. Il doit gagner ce tournoi à n'importe quel prix. Le match plié, Mori balance au comité d'organisation que 3 tueurs se sont infiltrés parmi les participants. C'est là que June lâche une énorme bombe et révèle l'existence de la secte Nox, leurs pires ennemis jurés. Pendant ce temps, gros plot twist. Yorn était en fait de mèche avec les dragons volants depuis le début. Son retard, ce n'était pas pour jouer les héros, mais juste pour pomper des infos avant d'invoquer froidement un monstre pour massacrer ses 2 propres coéquipiers. Un vrai traître. L'heure a sonné, le clash, tant attendu entre la team Maris et la team Mori, commence enfin. Maris ordonne à son équipe de tout donner pour speedrunner le match. En face, la suspension de Jack est levée et Mira a récupéré sa précieuse épée. La tension est à son comble. Mori déboule pile à l'heure, mais il tire une de ses têtes. Vraiment chelou. Le premier round oppose Jack à Zan. Elle fonce dans le tas avec une puissance de dingue et claque un sale coup sur l'oreille de Jack qui réplique direct en la repoussant avec une balayette. Zan n'a pas le temps d'esquiver la contre-attaque, mais Jack tape complètement à côté. Tout ça, c'était le plan de génie de Marie. Le coup sur l'oreille de tout à l'heure a bousillé son oreille interne. Totalement déséquilibré, Jack encaisse un high kick monstrueux. En plein combat, Jack repense au lore lâché par June sur la secte Nox. Des fanatiques qui vénèrent un dieu unique et veulent éradiquer tous les utilisateurs de Shariok. Et le pire, ils ciblent particulièrement les arts martiaux purs et durs de Gon. Même si June trouve que la team de Mori manque encore de level, il a promis de tout déballer s'il remporte le tournoi. Déterminé à retrouver son grand-père, Jack refuse de reculer d'un pouce. Dans un sursaut épique, il éveille une partie de son Shariok, bloque l'attaque et envoie valser Zan à l'autre bout du ring. En voyant sa frangine blessée, Marie panique et la supplie d'abandonner. Mais Zan refuse catégoriquement. C'est une vraie guerrière. Elle affirme se battre jusqu'à son dernier souffle. Les 2 combattants, motivés à mort, foncent l'un sur l'autre avec leur attaque ultime. Mais grâce au boost de son chariot fraîchement éveillé, c'est Jack qui arrache la victoire. Il descend du ring avec un flot incroyable et lâche à Mori que toute la team va aller chercher la victoire ensemble. Coup de théâtre, Sumi débarque dans l'arène pour interdire à ses petits frères de se battre pour elle. Elle avoue être super touchée par leur dévouement, mais elle leur fait comprendre qu'elle s'est battue pour ses propres rêves. Elle dit à Marie de se battre pour lui-même, pour ne jamais avoir de regrets. Le message est passé. Maris remonte sur le ring avec le regard d'un tueur. Pendant ce temps, l'arbitre Moraine, parti enquêter, se fait salement amocher par Arthur, le boss de Nox. Heureusement, June débarque in extremis pour s'interposer, et les deux entamant un clash idéologique d'une intensité folle. Le dialogue est mort. Arthur ne perd pas de temps et invoque carrément une épée gigantesque qui tombe du ciel. John est obligé de balancer toute sa maîtrise de la gravité pour empêcher cette dinguerie de s'écraser sur l'arène. De retour sur le ring, nos 2 héritiers d'un même style martial règlent leur compte à coups de poing. Mais là, l'écart de niveau se fait sentir. Mori se fait complètement lire comme dans un livre ouvert. Marie le domine salement, même quand Mori lâche son attaque ultime, le dragon bleu.
Marie le contre, sans forcer, avec ses lames de feu tournoyantes. En plein combat, il humilie Maury en balançant tous ses points faibles. Un corps, accord éclaté, des coups de pied balancés sans aucun contrôle et une gestion de l'endurance complètement catastrophique. Maury est sous le choc absolu. Dehors, John crache ses poumons pour retenir l'épée divine de Nox. Sur le ring, c'est l'enfer. Maryse trash-talk Maury et le maltraite comme un vrai noob. Déçu de voir Maury se faire laver, Maryse lâche un sale pic. Avec ton niveau d'escargot, tu ne feras jamais rien de ta vie. Pour la première fois, Maury se sent inutile. Mais au lieu de rager, il respire un grand coup et cherche une faille. Il utilise le style de l'épée du clair de lune de Mira pour combler ses lacunes au corps à corps. Et il enchaîne avec le poing du dragon bleu de Jack pour stabiliser ses appuis. Tout le monde est sur le cul. Pendant ce temps, à l'extérieur de l'arène, Oliver de la team Jurassic a fait péter du gros son par ses sbires pour se hyper avant de passer à l'action. Le mec sort des trésors nationaux par dizaines et pilonne l'épée géante d'Arthur pour la faire dévier. La guerre entre les juges et la secte Nox atteint des sommets de tension. Mais à l'intérieur de l'arène, c'est tout aussi bouillant. Maury s'adapte à une vitesse folle et commence à faire jeu égal avec Maryse. Après un échange tendu, le génie frappe. Maury invente carrément une nouvelle attaque, la danse du dragon bleu, pour gommer son 3e point faible. Marie lance ses flammes du karma comme d'habitude, mais cette fois, le combo de Maury l'envoie valser dans le décor. Dehors, Oliver sort le grand jeu, un artefact divin massif qui vient littéralement bouffer l'épée de l'adversaire. Ce move permet au camp de June de repousser officiellement l'assaut de Nox, laissant Mandéok complètement sur le cul. Sur le ring, Maryse a un flashback. Les mots de Gon, qui lui avait demandé de remettre son petit-fils dans le droit chemin. Alors que le souvenir s'estompe, un renard blanc à 3 yeux surgit de nulle part. Et c'est là que Marie éveille officiellement le pouvoir de la clé. Une colonne de flammes infernales ravage le ring. John n'en croit pas ses yeux. Tandis qu'Arthur jubile, son plan a fonctionné à la perfection. La légende raconte qu'autrefois, un renard à 9 queues, après des milliers d'années de cultivation, avait acquis une puissance divine. Il avait été désigné comme le gardien de l'empereur céleste pour protéger les cieux. Le renard avait repoussé d'innombrables menaces. Mais l'empereur, terrifié par cette puissance incontrôlable, l'a trahi pour le faire exécuter. Comprenant la trahison, le démon renard a pété un câble. Il a réduit le royaume céleste en cendres avant de sombrer dans un sommeil millénaire en attendant l'heure de sa vengeance. De retour dans le présent, Marie déploie ses 9 queues. Son aura de divinité gardienne est tellement écrasante que tous les utilisateurs de Sherlock autour de lui se mettent à trembler de peur. Arthur ressent la présence du renard et bave d'envie de l'éradiquer une bonne fois pour toutes. De son côté, Maury est hyper excité de voir le power-up de Maryse, mais à peine a-t-il foncé sur lui qu'il se fait tabasser sévère. La différence de vitesse est juste insolente. Maury tente de copier le jeu de jambes de Maryse pour suivre la cadence, mais il se mange une droite phénoménale. Acculé, Maury remarque un détail crucial. Maryse commence à montrer des signes de surcharge. Le pouvoir divin qu'il emprunte est en train de le vider de son endurance. Et là, l'illumination pour Maury. Il pige enfin que le fameux Sherlock, ce n'est pas juste du vol de puissance chez une divinité. Tout repose en réalité sur la force d'âme et la robustesse du corps du combattant lui-même. Les deux monstres foncent l'un sur l'autre pour le clash final, soulevant une tornade de flammes dantesques avant d'échanger des coups d'une violence inouïe. Alors que Maryse prépare son attaque ultime, la parade des 100 démons, Maury a une révélation totale. D'un simple revers de main, il balaye entièrement les flammes de son adversaire. Le ciel au-dessus du stade s'assombrit violemment, fendu par une colonne de lumière aveuglante. Maury serre le poing dans le vide et déclenche une tempête de vent et d'éclairs cataclysmiques qui propulse Maryse dans les airs. Un cyclone foudroyant engloutit complètement les flammes du renard à 9 queues. Dans la seconde qui suit, un immense bras de singe surgit du néant et s'écrase sur l'arène, mettant Maryse KO direct. Maury remporte ce duel titanesque, mais il est le premier choqué.
Il n'a aucune idée de quel dieu vient de lui prêter un tel banger de puissance. Arthur et John ressentent soudain une aura encore plus effrayante que celle du renard. Sentant le danger, Arthur jette l'arbitre Morène sur John pour faire diversion et en profite pour s'enfuir comme un lâche. Même si l'organisation a gagné cette bataille, John prévient ses hommes de rester sur le qui-vive absolu. Face au prochain complot de Knox, la priorité est de protéger la clé à tout prix en attendant ses ordres pour la contre-attaque. De retour à l'infirmerie, Marie, bien amochée, s'excuse auprès de son équipe pour cette défaite. Mais tout le monde s'en fiche, ils sont juste trop refaits qu'il ait enfin éveillé son charioc. Maury passe voir son bro et les deux débriefent ce match de fou. Marie lui demande si son attaque finale était un charioc. Mais Maury est tout aussi paumé. Il n'a absolument aucune réponse. Cloués sur leur lit d'hôpital, ces deux abrutis n'arrêtent pas de se trash-talk et veulent même relancer un round, ce qui oblige Zane à intervenir pour les recadrer violemment. Voyant que Maury a l'air tracassé, Maris capte le délire et envoie subtilement sa sœur et son ami chercher à boire pour qu'ils puissent discuter tranquillement. C'est là que Maury vide son sac. Il avoue que son grand-père a été kidnappé et que remporter le tournoi est sa seule chance de le sauver. Marie est sous le choc. Le but de Maury est clair, décrocher le titre pour choper des infos et aller secourir son papy. En entendant ça, Marie s'inquiète sérieusement pour son pote. Son adversaire pour la finale, c'est Lego. Et ce type est un monstre de puissance absolue. Maury fronce les sourcils, la pression monte. Mais Maris lui ébouriffe les cheveux pour le rassurer en lui disant de détendre sa face de stressé. Sinon, papy va bien se foutre de ta gueule. Ce geste, ça met Maury dans un bad nostalgique. Ça lui rappelle direct son enfance quand il se faisait protéger exactement comme ça. Et vu qu'il est l'aîné, Marie ne rate jamais l'occasion de rappeler au petit de l'appeler grand frère. Pendant ce temps, rongé par la jalousie et l'obsession de la victoire, ce bourge de Nova a carrément laissé un démon posséder son corps pour réclamer un match retour contre l'ego. Mais sérieux, même avec un power-up de malade, il se fait juste massacrer par l'ego. C'est une boucherie. Et le pire, l'ego va jusqu'à ligoter la servante de Nova. L'enfoiré l'utilise comme bouclier humain et ils se font empaler tous les deux. En voyant la personne à qui il tenait le plus crevé sous ses yeux, Nova pète un câble. Il se transforme à 100% en démon, expédie l'ego d'une grosse patate jusque dans la chambre d'hôpital de Maris et absorbe l'énergie des gardes du corps inconscient pour booster ses stats à fond. La sœur et le pote de Maris s'évanouissent à cause de l'onde de choc. Marie fonce pour les protéger, mais l'ego est beaucoup trop rapide. Il crible le démon de l'âme, on dirait un vrai hérisson. Et là, au beau milieu de ce bordel monstre, la servante se réveille d'un coup pour stopper Nova. Le fait de l'avoir en vie, ça permet à Nova de reprendre ses esprits. Mais attendez la dinguerie. L'ego, sans aucune pitié, invoque un requin géant qui déchiquette Nova sous les yeux de tout le monde. Une morsure cauchemardesque qui va carrément blesser deux potes de Maris par dommages collatéraux. L'un perd un bras et l'autre une jambe. Rendu complètement fou de rage par cette vision d'horreur, Maris balance l'ego par la fenêtre et pendant ce temps, dehors, c'est l'apocalypse. Arthur invoque un portail dimensionnel pour laisser des hordes de monstres ravager la ville. Arthur commence à réciter des versets de la Bible pour faire descendre son Dieu sur terre. Une statue de Bouddha super flippante, dégageant une aura maléfique ultra toxique, s'écrase du ciel en direction de Nova. En voyant le cadavre mutilé de son petit-fils sous un drap blanc, le vieux Raven, le cœur brisé, jure de le venger par tous les moyens. Et là, les gars, on a enfin droit au flashback tragique de l'ego. Et c'est très sombre. Dès son enfance, sa propre mère l'a vendu à un mec riche et cruel, un tyran qui lui a lavé le cerveau en lui répétant qu'un perdant n'est rien d'autre qu'un chien. Ce traumatisme de l'abandon et cette éducation toxique l'ont fait plonger direct dans les ténèbres. Il a fini par assassiner son père adoptif pour rafler sa fortune, avant de recevoir un pouvoir démoniaque de la part d'un mec mystérieux. Et ce mec mystérieux, plot twist, c'est Arthur. Retour au présent. L'ego invoque des démons pleins de crocs, forçant Maris à activer son mode renard de feu pour riposter.
Pendant que Jack en profite pour farmer les monstres et encaisser la prime pour payer ses dettes, Jun galère comme un fou pour retenir la statue de Bouddha qui s'écrase sur eux. Parce que si ce truc touche la clé, c'est la fin du monde. Extinction totale. En plein combat, ce lâche de Lego ordonne à un monstre d'avaler Maris en douce, ce qui sépare la clé de son corps. Et au Gegenamo, Lego s'apprête à voler l'artefact, c'est le chaos total. Toutes les factions débarquent pour se la disputer en mode Battle Royale. Finalement, c'est Mori qui gagne de vitesse et dégage Arthur d'un énorme coup de pied pour sécuriser la clé. Face à la puissance titanesque de la statue de Bouddha, le président des États-Unis envoie carrément l'armée bombarder la zone avec des missiles, en mode on prie pour que ça passe. Devant une Gatling, tous les êtres vivants sont égaux à... Sauf que cette intervention complètement à l'ouest met John dans une sauce monumentale. Il n'a pas le choix. Il active une technique interdite pour téléporter tout le monde dans une autre dimension. Dans le transfert, Mori se retrouve séparé du groupe de Jack. Zan, complètement vidé de son endurance, tombe dans les pommes. En voyant ça, Jack utilise son pouvoir élémentaire d'eau pour la soigner. Mais il lâche clairement qu'ils doivent retrouver Mori au plus vite pour reformer l'équipe. De son côté, Mori finit aussi par retrouver Maris et Zan. Il utilise une technique d'acupuncture de malade pour stopper l'hémorragie de Maris, qui est dans un état critique. Et c'est là que Zan balance enfin la vérité. Elle lui explique que si Maris l'a toujours poussé dans ses retranchements, c'était juste pour le rendre plus fort, pour qu'il puisse survivre face à l'ego. Quand Marie reprend enfin connaissance, il capte direct que la clé est entre les mains de Mori. Il confie officiellement cet artefact au pouvoir surpuissant à son petit frère, en lui interdisant formellement de le donner à qui que ce soit. Maris le prévient, si la clé tombe entre les pattes de l'ego, c'est game over pour tout le monde. Au même moment, en Corée du Sud, l'ordre d'évacuation d'urgence est lancé. Pendant que les juges galèrent pour tenir la ligne de front, dans l'autre monde, l'ego traque Mira et Jack. Son plan ? Les massacrer tous les deux pour forcer Mori à se montrer. Quand Mori débarque et voit ses potes au sol, en sang, il pète un plomb et l'engueule de toutes ses forces. Mais l'ego se contente de ricaner avec sa vieille philosophie. Sa philosophie toxique qui dit qu'un perdant n'est qu'un misérable chien. De retour dans le monde réel, alors que John et Oliver sont à deux doigts de craquer face à la puissance de la secte Nox, le grand illusionniste Raven débarque de nulle part, tel un vrai sauveur. Quel témine des boss, il balance une technique d'alchimie interdite, fusionnant toute la matière environnante en un bloc titanesque qu'il propulse droit sur la statue de Bouddha. L'explosion est monumentale. Ça pulvérise tous les monstres et brise carrément la dimension où Mori se battait, forçant tout le monde à revenir dans le monde réel, au beau milieu des ruines. Profitant de ce bordel, l'ego arrache la clé des mains de Mori et la donne à bouffer à son parasite. Dans la foulée, il évolue en une putain d'entité divine, avec des ailes et des cornes majestueuses. Il dégage une aura tellement écrasante que tout le monde est paralysé sur place. Le trio veut battre en retraite, mais l'ego ne leur laisse aucune chance. Ils foncent sur Mira, la chope par le crâne, la balance dans les airs et l'enchaînent sans pitié. Elle a beau tout donner. Ces attaques ne font strictement rien face à la puissance écrasante de ce dieu Lego. Jack et Mira, bien qu'à bout de force, font le maximum pour se protéger mutuellement. Mais d'un simple revers de main, il les expédie à 10 mètres de là. En voyant cette dinguerie, Mori a un déclic. Des fragments de mémoire lui reviennent. Il fait sauter ses chaînes mentales et claque la technique secrète d'acupuncture de son grand-père Jin pour booster ses stats et sa vitalité au maximum. Même s'il sait que ça va détruire son corps, Mori fonce dans le tas et fracasse l'ego au sol. Mais bordel, même son double coup de pied du dragon bleu ne suffit pas à coucher cette entité. Quand l'ego prépare son attaque ultime pour achever Mira, Jack fait bouclier de son propre corps et hurle aux autres de fuir. Et là, instant masterclass. À la limite de la mort, Mori retrouve l'intégralité de sa mémoire et son titre de roi. Un pilier titanesque, le Ruyi Jingebang, tombe du ciel et fait trembler la terre entière. Mori pose la main sur le bâton et s'éveille officiellement sous sa vraie forme. Le légendaire Roi Sing, Sun Wukong, hype absolu. Sous le regard choqué des juges, bâton en main, Mori fait enfin jeu égal avec l'ego. Leurs échanges de coups vont à la vitesse de la lumière,
détruisant carrément les montagnes autour d'eux. Après lui avoir calé un combo dévastateur pour venger ses potes, Mori invoque son nuage magique, créant un ouragan à l'échelle planétaire. Il fait s'abattre une tempête d'éclairs destructeurs qui arrache l'ego de sa forme divine et l'explose au sol. Arthur se lâche, capte que la tendance s'est inversée et prend la fuite directe. Même si l'ego est au tapis, la couronne magique sur la tête de Mori se resserre d'un coup, le torturant de douleur. Dans un dernier souffle, l'ego se métamorphose en un monstre immonde pour une ultime attaque. Et c'est là que Marie débarque et rappelle à Mori de faire confiance au pouvoir de l'amitié. Les 4 potes, Mori, Jack, Mira et Maris, même couverts de sang et à bout de force, lancent une attaque groupée de malades. Ils invoquent tout leur pouvoir en même temps, enchaînant un super combo d'équipe. Maris utilise ses rochers pour créer un tremplin et propulser Mori, qui prépare sa toute nouvelle attaque ultime. Le croc céleste du dragon jaune. Malgré tout cet effort de dingue, ça semble toujours pas suffire pour achever cette monstruosité. Mais au moment parfait, le vieux Raven puise dans ses dernières réserves pour pétrifier le monstre, offrant à Mori l'ouverture parfaite pour balancer sa frappe des 2 dragons et l'effacer définitivement. Quel banga! Dans ces tout derniers instants, la seule chose que voulait l'ego, c'était que sa mère pose enfin un regard sur lui. Mais par fierté mal placée, il a choisi de mourir dans la solitude. Fin du combat, les fragments de la clé se rassemblent et retournent vers Marie. C'est à ce moment-là qu'Uno, le membre le plus cheaté des Six et véritable ancêtre de l'humanité, sort de son long sommeil souterrain. Elle déclare l'équipe de Mori grande gagnante du tournoi et leur accorde un vœu absolu. Au lieu de garder ce vœu pour lui, ce chat de Mori l'utilise pour guérir absolument tous les blessés du tournoi. Résultat, les bras et les jambes de ses potes repoussent et la sœur de Maris peut de nouveau marcher normalement. 3 mois plus tard, le monde se reconstruit peu à peu. John est sur le point de devenir président et Arthur s'est reconverti en homme d'affaires blindé. Même si son grand-père n'est toujours pas de retour, Mori a trouvé une vraie famille avec ses potes. La clé, cet artefact capable de briser les limites divines, est maintenant bien gardé par Maris. La team décide de partir à l'aventure vers la terre natale de Sun Wukong pour aider Mori à récupérer 100% de sa mémoire et s'entraîner à mort. Loin de là, même s'il est toujours prisonnier, le grand-père Jin garde le sourire. Il est intimement convaincu qu'un jour, Mori deviendra 1000 fois plus puissant que lui.